Henri, je suis médecin au programme national des urgences et action humanitaire à Kinshasa, mais présentement, je suis dans la riposte Monkeypox à Kolé, dans la province de Sankourou. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Guillaume. Est-ce que Rassoulou Ba peut se présenter aussi? Rassoulou Ba, si vous nous attendez, voudriez-vous ouvrir votre micro et vous présenter? Et Jean-Pierre Kazadi qui peut se présenter en ce moment. Oui, c'est comme si Kazadi n'est plus là. Alors nous demandons au docteur Valérie Chilombo Kazadi de se présenter aussi. Bonsoir, pardon, bonjour. Évidemment, selon le fuseau horaire d'où vous nous recevez. Moi, c'est Valérie Chilombo Kazadi. Je suis membre de SCPCI et je suis également un spécialiste en prévention et contrôle des infections. Merci. Merci beaucoup, chers participants. Comme je disais, aujourd'hui, nous allons recevoir le professeur Boula Ali. Il est très habitué à animer des sessions de SCPCI et d'autres sessions aussi dans d'autres organisations. Alors aujourd'hui, le professeur Boula Ali va nous parler sur la PCI et infection respiratoire, grippe aviaire A, H5N1, une menace. Voilà. Professeur Boula Ali, si vous nous suivez, veuillez prendre le micro et présenter votre exposé. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Marabout, pour me donner la parole. Je salue tous les participants tout en leur souhaitant de passer une bonne après-midi à notre compagnie. Et je vais tenter de partager mon écran. Merci, Docteur Valérie. Je ne sais pas si l'écran est visible à votre niveau. 5 sur 5. Oui, professeur, Merci l'écran beaucoup. est pas visible. Allons-y. Merci. Merci. Donc, comme le modérateur l'a annoncé, le thème de ce mois de juin pour nos webinaires, c'est la PCI et les infections respiratoires. Et à ce sujet, nous avons choisi la grippe aviaire A, soit H5, le sous-type H5N1, et en se posant la question si c'est une menace. Le plan de mon exposé comprend la définition, le virus de la grippe, l'épidémiologie, la physiopathologie, la symptomatologie, la prévention, la conclusion et le point à retenir. Alors, pour la définition, la grippe aviaire est un sous-type de la grippe aviaire atteignant les oiseaux et certains animaux et entraîne aussi des cas sporadiques
chez l'homme. Le virus de la grippe. Eh bien, il existe 3 types de virus de la grippe. Donc, les virus de type A, de type B et C. Quelles sont les différences? Eh bien, les types A et B atteignent les humains et sont responsables des épidémies saisonnières. Alors, les C, eh bien, entraînent de faibles manifestations respiratoires sans entraîner des épidémies. S'agissant des virus de type A, ces virus sont caractérisés comme les plus virulents et ces virus causent une maladie grave. Leur réservoir est constitué des oiseaux sauvages aquatiques. Concernant la transmission des virus de type A, eh bien, ces virus passent des oiseaux sauvages aux sujets humains, avec comme conséquence la survenue des épidémies sévères. Alors, les virus de H5N1 changent, donc mutent, et sont capables d'échanger leurs gènes avec d'autres virus qui peuvent affecter l'homme. Voyons sur ce tableau les virus de la grippe et les épidémies qui ont été provoquées par ces virus des sous-types de grippe A. En 1918, c'est le sous-type grippe A H1N1 qui a causé la grippe espagnole. Alors, en 2009, les virus de ces sous-types grippe A H1N1 étaient responsables de l'éclosion de l'épidémie de la grippe porcine. En 1957, le sous-type H2N2 a entraîné la grippe asiatique. En 1968, le sous-type grippe A H3N2 a entraîné l'éclosion de la grippe de Hong Kong. Et en 2004, le sous-type H5N1 a été responsable de la grippe aviaire. Alors, la grippe de type B, les virus de cette grippe a un tropisme pour les sujets humains. Et le type B est moins fréquente que la grippe A
et n'entraîne pas de ce fait des pandémies. Alors, les H5N1, le réservoir des virus, ce sont les oiseaux sauvages. Alors, la panzootie, c'est-à-dire l'épidémie des maladies qui se répand sur la plupart des oiseaux sauvages, s'est étendue à la volaille commerciale, à la volaille de la basse-cour, a atteint aussi les mammifères terrestres sauvages et domestiques. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Il y a eu aussi des infections humaines sporadiques. Voyons maintenant l'épidémiologie de la grippe aviaire A. Les infections humaines sporadiques à H5N1 étaient signalées dans 23 pays avec une létalité supérieure à 50%, et cela depuis 1997. Je regrette. Professeur, est-ce que vous nous attendez? Professeur, est-ce que vous êtes en Le ligne? prof, le prof, le prof s'est déconnecté. On essaye de pouvoir voir si on peut le rejoindre. J'ai mis la plage à sa place. Merci. Ok, merci.
Chers participants, je ne sais pas si vous me captez maintenant, il y a eu un incident technique. Et professeur, on vous entend. Chers participants, Prof, on vous capte, moi je vous capte bien. Oui, professeur, ça marche. Je ne merci. sais pas les Vous autres. pouvez continuer. Merci beaucoup. Nous Oui, continuons. oui, nous vous entendons, président. OK. Alors, je disais que le virus de type B a un tropisme pour les sujets humains et ce type de grippe est moins fréquente et n'entraîne pas de ce fait des pandémies. Les réservoirs de virus pour H5N1, ce sont des oiseaux sauvages. Et je disais que l'épidémie qui a atteint plusieurs espèces d'oiseaux sauvages s'est étendue aussi à la volaille commerciale, à la basse-cour. Il y a aussi des mammifères terrestres sauvages et domestiques qui en étaient victimes. Nous avons aussi des infections humaines sporadiques. Les infections humaines sporadiques à H5N1 ont été signalées dans 23 pays avec une létalité supérieure à 50% depuis 1997. Chez l'homme, un petit nombre de cas, signalés depuis 1922 et les circonstances de survenue, c'était des expositions non protégées à la volaille non vaccinée, malade ou morte. Alors, il n'y a pas de preuve de transmission interhumaine soutenue ou limitée non soutenue depuis 2007. Alors, sur le plan épidémiologique, le nombre de cas, il a été enregistré plus de 900 cas humains de H5N1 au niveau mondial. Le virus, la physiopathologie, le virus de la grippe A infecte les voies respiratoires et digestives des oiseaux avec excrétion dans la salive, les muqueuses et excréments. Alors, les espèces à risque d'infection, nous avons les mammifères terrestres, marins, sauvages ou domestiques. Les infections humaines à virus de la grippe A, les sujets à haut risque d'infection, eh bien, cela arrive dans des circonstances où
nous avons un contact étroit ou prolongé non protégé avec les animaux, les oiseaux ou leur environnement infecté. Conditions et voies de pénétration. Il faut une charge importante de virus qui pénètre par les yeux, le nez, la bouche. Les sujets infectés par le virus A5N1 présentent comme symptomatologie des tableaux cliniques variant entre les symptômes légers de voie respiratoire supérieure à des maladies graves telles que la pneumonie, la défaillance multiviscérale, capable d'entraîner le décès du sujet malade. Comme prévention, il faut des précautions standards de contact et aériennes. Alors, le clinicien doit suspecter une infection à H5N1, tout sujet avec des signes et symptômes d'une maladie respiratoire aiguë et des antécédents d'exposition valables, y compris toute personne qui, 10 jours avant l'apparition du tableau clinique, a touché des animaux ou des oiseaux malades ou leurs cadavres, a manipulé la viande d'un animal mort ou à dépecer ou encore à transporter la carcasse de cet animal. Mais ça peut être aussi un sujet qui a consommé de la viande crue d'un animal qui était malade, qui a préparé de la viande ou qui l'a consommée insuffisamment cuite. C'est le cas aussi de quelqu'un qui a bu du lait ou qui a mangé des produits laitiers non pasteurisés. En conclusion, avant de passer à la conclusion, je voudrais insister aussi, c'est capital, il faudrait faire un effort de diagnostic différentiel en fonction de l'épidémiologie du lieu et de l'époque. Parce que quelqu'un qui est infecté par le SARS-CoV-2, agent responsable de la COVID-19, peut présenter aussi les mêmes symptômes et il faut faire la part des choses pour ne pas étiqueter H5N1 à la place de COVID-19. Donc, il faudrait aussi faire ces diagnostics différentiels. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Les virus A5N1 sont transmis des oiseaux ou d'animaux infectés à l'homme. Une exposition préalable, une charge suffisante de virus, une voie de pénétration oculaire, nasale et buccale sont nécessaires à l'infection sporadique d'un sujet à risque. La propagation interhumaine n'est pas encore observée.
Alors, le risque pour la santé humaine demeure encore faible, du moins aux États-Unis, hein, eux qui ont le moyen de surveillance de tout ce qui se passe dans les fermes, dans les cliniques, ainsi de suite. Ils trouvent que l'évaluation du risque pour la santé humaine est encore faible pour le moment. Mais la vitesse de propagation chez les animaux et la capacité d'échanger les gènes avec d'autres virus demeure préoccupante. C'est ce qui nous a fait poser la question, et si la grippe aviaire A est une menace? Personnellement, je peux conclure que c'est une menace. Peut-être pas immédiate, mais c'est une menace. Pourquoi? Parce que en parlant de la vitesse de propagation chez les oiseaux et les autres animaux, si cette augmentation des cas dépasse les limites actuelles, nous aurons aussi une augmentation des cas d'individus exposés qui va augmenter. Deuxième fait, le fait que ce virus ait la capacité de, de faire des mutations et surtout d'échanger ces gènes avec d'autres virus qui infectent les hommes, il est à croire que dans un proche ou lointain avenir, la possibilité de propagation interhumaine peut survenir et même causer des épidémies, pourquoi pas des pandémies. Que pouvons-nous retenir? Nous pouvons retenir que les virus H5N1 sont responsables des épidémies saisonnières et que les personnes qui sont infectées peuvent présenter de symptômes et signes allant de légères atteintes des voies respiratoires supérieures et développer aussi des atteintes graves telles que la pneumonie ou une défaillance multiviscérale qui peut conduire les sujets à la mort. Je vous remercie. Merci, professeur. Merci beaucoup, professeur, pour votre exposé. Alors, on demanderait maintenant aux participants d'intervenir, soit de poser des questions ou de donner quelques préoccupations. Alors, qui sera le premier à se jeter dans l'eau? C'est question de lever la main ou d'écrire votre préoccupation, question au niveau de notre chat. Voilà, à vous, chers participants. Il y a une main levée du docteur Jean-Pierre. Oui, docteur Jean-Pierre, à vous la parole.
Docteur Jean-Pierre, vous avez la parole, s'il vous plaît. Oui, docteur Jean-Pierre, vous avez la parole. Bon, alors en attendant, je vois aussi la main de docteur Valérie. Si vous êtes prêt, vous pouvez prendre la parole en attendant que docteur Jean-Pierre Merci. la parole après. Merci. Grand merci pour la parole. Merci, professeur, pour cet exposé aussi clair que concis et qui nous interpelle sur la menace de la grippe aviaire, et notamment l'actuelle épidémie en cours. Donc, je voulais bien rajouter quelque chose. La grande inquiétude vient aussi du manque d'informations parce que je me demande qui connaît ce qu'est la grippe aviaire, comment est-ce qu'elle se manifeste chez l'animal, parce que nous sommes maintenant dans les aspects de One Health. Et dans les aspects de One Health, il est ou d'une santé unique ou d'une seule santé, il est très important que la population puisse être informée. Est-ce que c'est seulement de la volaille que nous avons, des oiseaux que nous avons dans les conditions d'élevage, puisque peut-être que vous entendez dans le bruit, dans le fond, ici, il y a des gazouillements d'oiseaux que vous entendez. Est-ce que ces oiseaux qui sont là peuvent-ils constituer probablement des réservoirs du virus? Qu'est-ce qu'il en est en réalité? Donc, on est quand même dans une situation de, d'inconfort parce que les informations ne circulent pas assez. Nous n'avons pas d'informations sur les manifestations, sur les zones par rapport à cette épidémie, hein, qui soit distribuée au milieu de notre population afin que la population puisse essayer de prendre des précautions à ce propos. Et c'est là, quand vous parlez de menaces, que je dis que est-ce que nous-mêmes, professionnels de santé, gouvernement, ne sommes-nous pas la menace pour notre propre population parce que la provision de l'information, la disponibilité de l'information n'est pas au rendez-vous et ce manque, ce vide constituerait probablement une menace. Ne serions-nous pas, nous, professionnels de santé, et tous ceux-là qui sont dans One Health, responsables peut-être de cette amplification de la menace ainsi ressentie que vous avez présentée? Voilà un peu ma question, en plus peut-être d'une réflexion autour de la chose. À vous. Merci beaucoup, confrère Valérie, pour ces explications et cette préoccupation. En fait, vous avez bien souligné que nous sommes à l'ère de concept et de l'approche une seule santé. Cela appelle la collaboration étroite entre la médecine dite humaine, la santé vétérinaire, la santé environnementale, mais aussi les départements de l'agriculture et pêche. Parce que ces quatre domaines maintenant, avant, on a beaucoup appuyé la santé humaine, le vétérinaire et l'environnement. Maintenant, on, on met l'accent aussi sur l'agriculture parce que dans le ministère de l'Agriculture, il y a l'agriculture et la pêche. Donc, l'étroite collaboration entre ces quatre secteurs, l'échange d'informations entre les quatre peut aider à la surveillance
de tout ce qui peut arriver dans nos populations, dans la forêt et dans les eaux pour voir à quel moment il y a un déclic, il y a un déséquilibre, il y a quelque chose qui ne marche pas, les animaux meurent en abondance et les sujets qui travaillent dans les fermes ou qui dirigent les élevages de la volaille atteignent ou accusent tel type de maladie, eh bien, cette surveillance va permettre au pouvoir public de pouvoir organiser l'information nécessaire à la population. Votre deuxième préoccupation, c'est une question, est-ce que nous, comme professionnels de la santé, comme enseignants au niveau des écoles de médecine ou écoles infirmières ou les techniciens de toutes sortes, et l'État lui-même, est-ce que nous ne sommes pas responsables du fait de manque d'information et d'organisation de cette information à apporter à nos malades et à leur environnement? Voilà ce que je peux dire. Je pense que c'est bien d'avoir insisté là-dessus pour que nous organisions davantage les, les séances d'information pour ne pas attendre trop tard quand cela va nous arriver. Donc, il faut que nous soyons proactifs. Et c'est pour cela que, n'étant pas une menace immédiate dans notre population ou dans nos populations, quel que soit où nous nous trouvons, mais que nous soyons proactifs, que nous sachions d'avance et pouvoir prévenir en échangeant d'abord nous-mêmes et ensuite la population. Merci beaucoup, docteur Valérie. Merci beaucoup, professeur. Et il y a dans le chat Monsieur Ghislain Constant qui dit ceci, dans votre présentation, vous avez parlé de la consommation du lait. Comment s'explique le passage du virus au bovin et au vin? La transmission entre animaux est-elle possible et fréquente? Comment se fait-elle? À vous, professeur. Merci beaucoup pour la question, Monsieur Constant. Si vous avez bien suivi sur les diapositives, les oiseaux eux-mêmes qui sont infectés ont des problèmes respiratoires et digestifs, si bien que ce virus peut passer dans la salive, dans leur muqueuse, mais aussi dans les excréments. Et ces excréments, vous comprenez, ça ne reste pas dans leur organisme, les excréments sont éliminés dans la nature. Et les bovins doivent paître et en mangeant, n'oublions pas aussi qu'il y a certains aliments qui sont fabriqués à base des restes des autres animaux, oiseaux, ainsi de suite. Et cette consommation va leur amener le virus. Alors, pour le moment, les cas qui sont signalés, eh bien, l'infection est passée au niveau des vaches laitières.
du moins les cas qui sont signalés aux États-Unis. C'est l'infection de H5N1 est signalée à quelques personnes qui sont agents dans les fermes laitières. Et on trouve en abondance ces virus dans le lait, d'où il faut pasteuriser le lait. Et on doit fabriquer aussi les produits laitiers avec du lait pasteurisé. Si vous le faites avec du lait non pasteurisé, eh bien, les consommateurs vont attraper la maladie. De ce constat, je ne sais pas si je suis clair à ce sujet. Merci, professeur. Je pense que Ghislain a trouvé un gain de cause par rapport à sa préoccupation. Son micro est fermé. Peut-être qu'il va l'écrire. Oui, merci beaucoup, professeur. Je disais que je pense que Constant est satisfait de votre réponse, mais aussi il y a Madame Judith Boukaba qui a abordé dans le même sens que Docteur Valérie en disant que la grippe aviaire est très mal connue ici chez nous. Entre-temps, on peut passer à la préoccupation de Monsieur encore Constant Ghislain, qui parle des pratiques de donner la feinte des poules, des poulets, bien sûr, ce qu'elle a écrit, aux poissons. Doit-elle être arrêtée ou non? À vous, professeur. Merci. Merci beaucoup pour la question. Tout cela est fonction de la surveillance. Si on fait la surveillance tout en testant, tout en recherchant les virus dans tous ces éléments, je pense qu'il faudrait arrêter. Il faudrait arrêter. Parce que euh, de tout ce qui a été décrit et la physiopathologie, c'est possible, même si on n'a pas cité les poissons, mais ils peuvent être vecteurs de la maladie. Le tout est de contrôler. Dès qu'on a l'information et aujourd'hui une santé, l'approche une santé, cela doit être de rigueur, à moins qu'on n'ait pas l'expertise, à moins qu'on n'ait pas de moyens de laboratoire de le faire. Et je voudrais insister sur le fait que le sous-équipement n'est pas seulement le nôtre. En préparant cet exposé, et surtout les documents de la CDC, les cas présentés, eh bien, dans la série des tests et des prélèvements des échantillons, il y a toujours les premiers laboratoires qui accueillent les échantillons et qui déclarent les échantillons négatifs à la présence du virus H5N1. Mais quand les mêmes échantillons montent au laboratoire de la CDC, eh bien, au moins sur un échantillon, selon le prélèvement, soit dans l'œil, dans le nez ou dans la bouche, on parvient à trouver la positivité de la présence de ce virus de la maladie chez des personnes qui ont été prélevées. Donc, le sous-équipement est réel, surtout chez nous, mais même là où ils sont équipés, il y a des niveaux
il y a des niveaux. Voilà ce que je pouvais dire à ce sujet. Merci beaucoup, professeur. Je voudrais rappeler à l'assistance qu'il y a un lien d'évaluation qui se trouve dans le chat. Entre-temps, il y a M. Jean-Pierre Kazadi qui demande les coordonnées de Dr Valérie dans le chat. Professeur, je voudrais aussi, j'avais une préoccupation de tout ce que vous avez dit. On a vu dans l'épidémiologie certaines données de l'Espagne et aussi dans d'autres cieux. Mais en Afrique, est-ce qu'il n'y a jamais eu d'épidémie de la grippe H5N1? Bien, il faut documenter. Nous ne sommes pas en dehors de la Terre, nous sommes sur la même planète et ce qui arrive ailleurs peut nous atteindre. On a beaucoup parlé de COVID-19 en Asie, mais nous avons vécu aussi des cas de COVID-19 chez nous. Je pense qu'il y a seulement un problème de notification, il y a un problème de publication. Hein. Je n'ai pas rencontré une documentation sur les épidémies en Afrique. Merci. Merci, professeur. Je vois la main du docteur Valérie. Je pense que c'est une seconde main. À vous, docteur Valérie. Merci beaucoup pour la parole. Pour entrer à cet aspect aussi des traces de grippe aviaire dans le lait, même on parle un tout petit peu, certains ont parlé de lait pasteurisé, d'autres ont parlé de lait non pasteurisé. Rentrant sur le lait non pasteurisé, il faudra que nous puissions nous dire aussi que les conditions de production de lait sont des choses que nous devons essayer de pouvoir aussi regarder en termes de réglementation. Je donne un exemple. On peut avoir quelques oiseaux qui sont au-dessus dans l'usine de production, qui peuvent être au niveau de la toiture. Il y en a qui peuvent être au niveau où on passe avec pas jerrycans de lait, mais les cuves de lait, ainsi de suite. Donc, les conditions de production doivent être répondantes aux normes environnementales en ce qui concerne la médecine environnementale. Ça veut dire que lorsque nous produisons notre lait, par exemple, nous avons une laiterie, eh bien, qu'est-ce qu'il y a comme dispositif, qu'est-ce qu'il y a comme infrastructure pour pouvoir décontaminer les lieux, pour pouvoir ne pas avoir des insectes, ne pas avoir des oiseaux qui pourraient constituer un risque parce qu'il suffit que la fiente soit lâchée et que le vent passe. Ça dépend de la vitesse du vent, ça dépend de beaucoup de choses, que l'on peut facilement avoir un certain nombre de choses qui puissent être infectées en dessous. Donc, cela est très important. Il ne suffit pas d'avoir une usine de production d'une substance donnée ou d'une nourriture donnée ou des vivres donnés, mais encore faut-il que les conditions de conservation puissent être répondantes aux normes environnementales. Nous intégrons tout ceci ensemble en nous disant que la One Health, la seule santé que nous avons, nous permet de pouvoir, ou une santé nous permet de pouvoir regarder beaucoup de chapitres quand nous parlons ou quand nous essayons de pouvoir installer une usine. J'aimerais un peu clôturer en disant, lorsque nous nous retrouvons dans une unité de production, nous qui sommes de l'économie, nous qui sommes de l'environnement, est-ce que nous travaillons ensemble pour pouvoir patenter cette usine comme étant une usine qui répond aux normes de production? Parce que cela pose énormément de problèmes. Pour acquérir une autorisation de fonctionnement, d'ouverture d'une usine, est-ce que nous ne passons pas par de bas moyens de façon à pouvoir faciliter une obtention d'un certificat qui permet la validation de notre conformité par rapport aux normes de production? On voit beaucoup sur les réseaux sociaux, beaucoup de choses qui se passent, notamment pour
l'embouteillage, notamment, je pense comme ça qu'on appelle le conditionnement des jus, le conditionnement de l'eau. Est-ce que nous répondons à ces normes-là pour que nous ne puissions pas être à la hauteur de la propagation ou bien à l'origine de la propagation d'une certaine maladie comme la grippe aviaire? Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup, docteur Chilombo, pour votre contribution. Mais ici, nous avons encore l'intervention de Constant Ghislain qui dit que quelle doit être la place de vétérinaire dans le suivi des fermes et dans l'approche One Health, car on sait que les zoonoses sont en expansion. Professeur. Merci beaucoup pour cette préoccupation. Nous ne dirons pas assez, les pouvoirs publics qui ont comme gendarme le ministère de la Santé, le ministère de l'Agriculture et Pêche, doivent collaborer au plus haut, mais aussi les ministères qui ont les budgets et les finances, des non-gouvernements. Eh bien, ces ministères doivent donner les moyens, doivent définir les réglementations, les job descriptions de chaque secteur pour leur donner les moyens de surveiller davantage ces maladies et, dans le cadre d'une santé, l'échange des informations, chacun dans son domaine, pour que nous ne soyons pas surpris quand il sera tard. Donc, c'est maintenant que la collaboration étroite entre ces 4 secteurs doit se développer euh, chaque jour pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Voilà ce que je peux dire à M. Constant. Merci beaucoup, professeur. J'avais encore une petite préoccupation. Professeur, quelles sont les mesures adéquates de la PCI à prendre pour éviter cette grippe? Enfin. Bien, j'ai insisté dans la prévention à déployer les précautions standards de contact et aussi les précautions aériennes. Alors, nous avons au niveau des cliniciens, au niveau des structures sanitaires, l'approche est d'abord clinique en recevant le malade. Vous devez suspecter celui qui peut revêtir ce tableau clinique ou qui a été exposé, savoir faire des prélèvements à envoyer à des laboratoires spécifiques, mais aussi avertir l'État qui doit préparer la population, qui doit communiquer à la population et qui doit déployer les moyens éventuels pour prendre en charge ces personnes malades. N'oublions pas, c'est pour la énième fois que nous allons appuyer et mettre l'accent sur la santé unique. Voilà ce qu'on peut dire à ces sujets. Je pense que les précautions standards, on en a déjà parlé plusieurs fois et je pense que c'est entré maintenant dans nos habitudes. Merci. Je vous en prie, professeur. Est-ce que, comme la transmission interhumaine n'est pas encore prouvée par les scientifiques, est-il nécessaire d'isoler les malades de la grippe aviaire, selon ce que vous venez de nous dire ici? Bien, les malades qui sont suspects de cette maladie doivent être isolés.
que ce soit chez eux ou que ce soit dans une structure sanitaire. Ça va de soi. Il faut les isoler. Merci pour la question. Merci, En professeur. fait, nous n'avons pas développé tout ça parce que nous sommes restés dans les mesures de contrôle, hein, de prévention et de contrôle. Notre plateforme n'a pas vraiment mission de parler des signes cliniques et des traitements. Mais quand il s'agit de la prévention, on peut toujours dire un mot. Merci. Je vous en prie, professeur. Je voudrais encore rappeler à l'auditoire qu'il y a un lien d'évaluation qui se trouve dans le chat et nous pouvons toujours compléter pour au moins évaluer la session d'aujourd'hui. Alors, nous trouvons qu'il n'y a plus de questions, de préoccupations au niveau des chats. Aucune mail Non, levée, peut-être la main de Valérie. Est-ce que c'est une nouvelle main, docteur Valérie? Non, non, ce n'est pas une nouvelle main. L'ancienne a été enlevée pour qu'elle ne se fatigue pas. Celle-ci est une nouvelle. D'accord. Oui, professeur, vous avez la parole. je voulais vous signaler qu'il y avait la main du docteur Valérie qui se fatigue, alors il fallait lui passer la parole. C'est ce que je voulais vous dire. Merci. Vous venez de me dire que c'est une ancienne main. Je ne sais pas s'il a quelque chose à ajouter. Docteur Valérie. Oui, merci bien. J'aimerais rentrer sur ce que le prof a dit tout à l'heure. Vous savez, le concept de ce que nous faisons comme vulgarisation autour de la PCI, l'insistance sur les précautions standards, nous disons que ce sont des précautions universelles. Trois grands éléments importants là-dedans. On dit, devant n'importe quel malade, n'importe où, et ça c'est très important, et n'importe quand. Ça c'est très important. Donc déjà avec les précautions standards, comme le professeur a dit, universelles, on élimine déjà beaucoup le risque, même dans les situations inconnues. Parce que quand nous prenons les précautions standards, eh bien, les précautions additionnelles ou bien les précautions qui sont liées à la voie de transmission, c'est que nous connaissons déjà la voie de transmission. On vient les ajouter sur les précautions standards. Et ça, c'est très important. Le prof insiste, il dit déjà les standards. Quand on a les standards, on réduit le risque. On le réduit. Et quand on ajoute les additionnels, ça veut dire les complémentaires, tout en connaissant la voie de transmission de la grippe aviaire, comme il a dit, on augmente la mesure justement de protection tout en réduisant davantage le risque, même si le risque zéro n'existe pas. J'ai voulu juste aussi rajouter par rapport à la demande des différents pays, j'ai pris le soin de pouvoir un peu vérifier quelque chose rapidement. Eh bien, disons-nous que les pays d'Afrique, nous ne sommes pas mis à l'écart ou du risque qui existe. Le prof a dit, nous sommes très interconnectés, nous sommes sur cette planète. Déjà un peu, au 9 mai 2024, on donnait un peu cette situation par rapport à la grippe aviaire, par rapport à ce qui s'est déjà passé, ce qui a été relevé depuis 2017. Donc, ici, par rapport aux différents types, notamment le H5, le H5N1, dont le prof a parlé aujourd'hui, le H5N2, le H5N6, le H5N8, le H7, le H7N6. Vous voyez que le prof, il a dit lui-même qu'il y a tellement beaucoup de variétés, mais il insiste sur celui-ci que nous avons. Alors, voici un peu ce qui est dit. Pour le H5 en Afrique du Sud, nous avons eu des cas confirmés. Pour le H5N1, les pays sont les suivants: Afrique du Sud, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, La Réunion, l'île de la Réunion. Nous avons le Gabon, la Gambie, le Ghana. Nous avons la Guinée, le Lesotho, le Mali, la Mauritanie, la Namibie, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, eh bien, le Togo, donc sans oublier l'Afrique du Sud. Et toutes les autres variétés viennent en bas avec une série de beaucoup d'autres. Et ceci, c'est quelque chose qui vient de la FAO. Vous voyez que eux qui s'occupent beaucoup plus de l'agriculture,
ont essayé de pouvoir rassembler et vulgariser un certain nombre de choses. Donc, je voulais seulement dire que le prof a dit, nous ne sommes pas à l'abri. Ce n'est pas parce que ça n'a pas été documenté que ça n'existe pas. Encore faut-il avoir les moyens de confirmation de tout cela. Merci beaucoup, professeur. Merci, docteur Valérie, pour cet apport. Merci. Alors, je vois qu'il n'y a plus de préoccupations. Professeur, si vous pouvez prendre la parole et voir comment est-ce qu'on peut terminer la session. À vous. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Je remercie tous les participants pour le temps qu'ils se sont donnés pour partager avec nous les préoccupations sur la grippe aviaire A. Et nous avons annoncé pour le mois de juin comme thème la PCI et les infections. Le vendredi prochain, on se retrouvera encore pour un autre titre qui sera développé par l'expert qui sera invité. Et je souhaite que nous nous retrouvions encore une fois et que chacun amène son apport pour la réussite de cette session-là. Encore une fois, merci et rendez-vous le vendredi de la semaine prochaine. Merci. Merci. Merci à tous. Merci, professeur. Merci, Jean-Pierre. Merci, prof. Merci, Monsieur Guillaume.